Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans le dernier numéro de Que choisir santé, celui de novembre 2025. On a sur la table une pile d'articles qui, à première vue, parlent de sujets très différents. L'addiction, l'obésité, le prix des médicaments. Mais en les lisant, une question a commencé à émerger. À quel point on est vraiment maître de nos choix de santé? Entre la biologie de notre cerveau, les promesses de l'industrie pharmaceutique, où se situe notre libre arbitre? C'est le fil qu'on va tirer ensemble en commençant par le grand dossier de couverture. Il explore un mécanisme qui nous concerne absolument tous. Le besoin de récompense et son côté obscur, l'addiction. Oui. Et le magazine, d'emblée, il pose une idée très forte. L'addiction, c'est pas juste une question de volonté ou une faiblesse. Non, c'est une mécanique qui s'engraine au plus profond de notre cerveau. Et l'article nous invite à comprendre ce processus, non pas pour juger, mais pour voir comment un besoin aussi fondamental que celui de se sentir bien peut devenir une prison. Alors justement, le magazine part d'une idée très simple. Notre cerveau est câblé pour rechercher la récompense. Il donne des exemples que tout le monde connaît. Le soulagement après une séance de sport, un bon repas après une journée de stress. C'est ce moteur-là qui est à l'œuvre. Mais ce que j'ai du mal à saisir, c'est où est le point de bascule? À quel moment ce moteur, qui est sain, se dérègle au point de tout détruire? Mais c'est toute la question du circuit de la récompense que l'article vulgarise très bien. Au centre de tout ça, il y a une molécule, la dopamine. Et le magazine apporte une précision qui est essentielle. La dopamine, en fait, c'est pas l'hormone du plaisir en soi. C'est plutôt celle de la motivation, de l'anticipation. Ah d'accord. Celle qui nous donne l'énergie de nous lever du canapé pour aller chercher ce gâteau au chocolat, par exemple. Le plaisir, c'est de manger le gâteau. Mais la dopamine, c'est le désir qui nous y a menés. L'image utilisée est celle d'une montagne. La dopamine, c'est l'envie de grimper. Le plaisir, c'est la vue au sommet. D'accord, donc c'est le moteur du désir. Et dans l'addiction, ce moteur s'emballe. Exactement. Les substances comme l'alcool, le tabac ou d'autres drogues, en fait, elles piratent ce système. Elles provoquent des libérations massives, artificielles, de dopamine. Bien au-delà du naturel. Bien au-delà, oui. Le cerveau est inondé. Et progressivement, il s'habitue à ces niveaux qui sont anormaux. Du coup, les récompenses de la vie de tous les jours, un bon film, une conversation, tout ça paraît fade en comparaison. Le moteur tourne à plein régime, mais dans le vide. Le désir devient un besoin irrépressible, déconnecté de tout plaisir réel. Ce qui est fascinant, c'est que l'article va plus loin que la simple mécanique. Il pose la question pourquoi on se drogue? Et la réponse est rarement pour le plaisir. Il insiste sur le fait que c'est souvent un palliatif contre les souffrances, une tentative en fait d'anesthésier une anxiété, une dépression, un traumatisme. Absolument. La substance devient une sorte d'automédication. Et c'est là que l'article aborde les conséquences qui sont terribles. Au-delà des risques pour la santé, comme les troubles paranoïaques liés au cannabis qu'il mentionne, c'est l'isolement qui est le plus destructeur. Toute la vie se rétrécit autour du produit. Les relations familiales se dégradent, le travail. Le travail devient impossible, les amis s'éloignent. C'est un paradoxe terrible, non? On cherche une béquille pour gérer une souffrance, et cette béquille finit par nous couper des liens humains qui sont souvent le meilleur remède. On cherche à fuir un vide et on creuse un gouffre. C'est exactement ça. Et le magazine souligne un point qui est crucial. L'inégalité face à ce risque. Des facteurs génétiques, un environnement social difficile, des traumatismes, tout ça peut rendre une personne beaucoup plus vulnérable. C'est pas un choix délibéré, c'est souvent un engrenage. Pour illustrer ça, le dossier présente des histoires d'addiction qui sont vraiment poignantes. Il a le témoignage de Monsieur A, qui est dépendant à l'héroïne. Après plusieurs échecs, il trouve de l'aide en ligne. Et il raconte son soulagement. Il dit: J'ai attendu 15 minutes pour recevoir les contacts et ça a changé ma vie. 15 minutes. C'est fou de penser que toute une vie peut basculer sur un quart d'heure d'attente. Ça montre à quel point l'accès rapide à l'aide est vital. Et ça montre aussi l'importance de structures adaptées, comme les CSAPA, les centres de soins et d'accompagnement que l'article met en avant. Ce sont des lieux qui offrent une prise en charge globale, car la conclusion du dossier, elle est là. La guérison, c'est pas seulement arrêter, c'est reconstruire. Reconstruire une vie où la satisfaction ne dépend plus d'un seul produit, c'est réapprendre à trouver de la récompense dans le quotidien. C'est un chemin immense. Cette idée de chercher une solution, une réparation chimique à une souffrance, ça me fait penser à un autre article marquant de ce numéro, celui sur les nouveaux médicaments contre l'obésité. On a un peu l'impression de voir le même mécanisme à l'œuvre, une promesse de solution rapide à un problème complexe. C'est un parallèle très juste. L'article présente des témoignages spectaculaires. Une patiente qui dit « J'ai déjà perdu 11 kilos en 2 mois ».
Face à de tels résultats, on comprend l'espoir immense que ça peut susciter. L'obésité est une maladie avec de lourdes conséquences, donc une solution qui semble si efficace, c'est forcément très attractif. Mais comme pour l'addiction, il y a un coût. Et ici, il est double. L'article est très clair là-dessus. Les effets secondaires sont loin d'être anodins. On parle de troubles gastro-intestinaux sévères, de nausées constantes. Et même de risque de pancréatite. Et puis, il y a le coût financier. C'est un mur pour beaucoup de gens. 250 à 500 euros par mois. Et non remboursé. Ce qui pose un vrai dilemme, éthique et social. On a une efficacité prouvée, mais à quel prix? Et pour qui? La conclusion du magazine est assez dure. Beaucoup de patients abandonnent, soit parce que les effets secondaires sont insupportables, soit parce qu'ils ne peuvent plus payer. Et le drame, c'est qu'à l'arrêt du traitement, le poids est presque systématiquement repris. On n'a pas guéri l'obésité, on a mis un pansement coûteux et temporaire. Ce prix exorbitant de 500 euros par mois, ça pose une question plus large. D'ailleurs, le magazine pousse la logique à l'extrême avec un autre article sur le prix qu'il qualifie de faramineux des médicaments innovants. L'exemple est sidérant. Oui, on parle du Zolgensma, un traitement contre une maladie génétique rare. Le prix, 1,94 million d'euros. Cher du monde. Face à ce chiffre, l'argument des labos, que l'article rapporte, c'est toujours le même. Il faut rentabiliser la recherche et le développement. C'est l'argument qu'on entend tout le temps, mais le magazine le nuance fortement. Il le déconstruit même. En s'appuyant sur l'analyse d'une économiste de la santé, il explique que ce prix est en réalité déconnecté des coûts réels. Le prix est fixé non pas en fonction de ce que le médicament a coûté, mais en fonction de ce que la société est prête à payer pour sauver une vie. C'est le fruit d'un rapport de force, d'une négociation entre l'industrie et les États. Donc c'est pas un calcul de coût, c'est une estimation de la valeur de la vie. C'est vertigineux quand on y pense. On quitte la science pour entrer dans la pure négociation de marché, avec des vies humaines dans la balance. Exactement. Et ça nous ramène à notre question de départ sur le contrôle qu'on a. Ici, le contrôle nous échappe complètement. Pour revenir à des choix plus quotidiens où on pense avoir le contrôle, le magazine nous emmène dans les rayons du supermarché. Un article sur les céréales complètes. Le message de base a l'air simple, hein. En manger, c'est un vrai intérêt pour la santé. Oui, l'idée est simple et fondée. Une céréale complète a conservé son enveloppe, le son et son germe. C'est là que se trouve la majorité des nutriments, les fibres, les vitamines. Une farine raffinée, blanche, a perdu tout ça, jusqu'à 75% des nutriments. Le conseil pratique du magazine, c'est de regarder le type de farine sur le paquet. Plus le chiffre après le T est élevé, comme T110 ou T150, plus la farine est complète. Voilà une information claire qui nous redonne le pouvoir de choisir pour le coup. C'est simple, direct, on peut l'appliquer dès les prochaines courses. Oui, c'est un excellent repère. Mais le magazine souligne aussi un piège. C'est là que notre pouvoir de consommateur est mis à l'épreuve. Beaucoup de produits crient « céréales complètes » en gros sur l'emballage, pour se donner une image saine, tout en étant bourré de sucre, de sel ou de graisse saturée. Ah, le fameux marketing. Exactement. Le marketing utilise l'argument santé pour vendre un produit qui ne l'est pas tant que ça. Le conseil de l'article est donc double. Oui, regardez ce fameux thé, mais surtout, retournez le paquet et jetez un œil à la ligne « don sucre ». On peut avoir de sacrées surprises. Donc, même là, dans un rayon de supermarché, notre choix est mis à rude épreuve. C'est une lutte constante. Alors, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, on a d'un côté notre biologie qui peut nous piéger, de l'autre une industrie pharmaceutique aux logiques financières complexes, et enfin un marketing alimentaire qui joue avec les codes de la santé. Que retenir de tout ça? Ce qui est frappant, en mettant ces articles côte à côte, c'est qu'on voit trois facettes d'un même défi. Notre quête de bien-être dans un monde complexe. Pour la souffrance psychique, on est tenté par une substance, pour le surpoids par un médicament miracle, pour l'alimentation par un slogan simple. Le fil rouge, c'est peut-être notre difficulté à accepter des solutions qui sont lentes, nuancées et qui demandent un effort d'information constant. Et ça me fait penser à la dernière page de ce magazine, qui m'a fasciné. Elle présente les différents logos nutritionnels utilisés dans le monde. Ah oui, le Nutri-Score, les feux tricolores. C'est ça, on a le Nutri-Score, les feux britanniques, et des systèmes beaucoup plus directs comme les panneaux noirs en Amérique latine, qui disent « excès de sucre ». Et cette diversité, elle pose une question finale qui résume bien notre discussion. Face à la complexité de notre biologie et à la puissance des industries, quelle est la meilleure façon de nous armer, nous citoyens, pour reprendre le contrôle? Faut-il nous éduquer, nous alerter, nous interdire? Le magazine ne donne pas une seule réponse, mais il nous laisse avec cette question essentielle à méditer.